Sud FM. Il est 22h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, le colère des travailleurs des boulangeries, pâtisseries et restaurants du Sénégal. Ils font l'objet de plusieurs licenciements, une intimidation pour les réduire au silence, selon les travailleurs qui décrient les mauvaises conditions de travail dans les différentes brioches dorées. La direction dément mais appelle à des concertations dans l'intérêt de la boîte et des employés. Plus de peur que de mal à Tivaouane Peulh ce vendredi. 3 boas en vie de plus de 3 mètres de long ont été capturés par les sapeurs de Rufisque. Les habitants de la cité qui continuent de craindre pour leur sécurité mettent en cause les bassins inachevés de la zone. Covid-19 à Louga, la propagation du virus avance à grande enjambée avec 24 cas de contamination, des cas communautaires en l'espace de 24 heures, alors que le virus a déjà tué 49 personnes entre octobre et février. Néanmoins, les populations continuent de fouler aux pieds les gestes barrières. Le contradictoire de ce vendredi revient sur l'accès et la participation des filles à la science. Le journal de la santé va boucler cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Sud Nuit. Marie-Rosalie Ndiaye. Le syndicat des travailleurs des boulangeries, pâtisseries et restaurants du Sénégal lance le ras-le-bol après plusieurs sorties. Les membres du CITRA, BPRS intimidés, certains délégués licenciés. L'objectif, les réduire au silence en faisant fi des dispositions de l'article L29 de la loi 97-17 portant Code du travail. Des responsables syndicaux qui militent pour le respect de la plateforme revendicative et contenir d'autres plans d'action pour le respect des droits des 3000 travailleurs de la brioche dorée. Ils ont fait face à la presse cet après-midi, compte rendu de Aïssatou Gueba. Un syndicat qui n'a pas le droit de piper mot. Il a horreur du syndicat. Il ne veut pas que les travailleurs puissent adhérer à une organisation syndicale. Alors que c'est illégal, c'est pas bien. Et pourtant, ils sont plus de 3000 travailleurs de la brioche dorée qui vivent dans de difficiles conditions de travail. Ils sont constamment intimidés par la direction générale de la brioche dorée, affirment ses employés. Ansoumane Mané, secrétaire général syndicat des travailleurs des boulangeries, pâtisseries et restaurants du Sénégal. L'intimidation, c'était créer un syndicat fantôme. Il fait une promotion pour ces travailleurs qui ont adhéré à ce syndicat pour aller vers les travailleurs et les demander, puisqu'on leur fait signer des CDD plusieurs fois, 5, 6 fois, et ils refusent de les remettre leur copie. Si votre CDD expire, nous n'allons pas risquer de le renouveler une fois qu'on vous entend dans notre organisation syndicale. Certains délégués sont même licenciés quand ils osent dénoncer leurs conditions de travail. Il y en a 2 délégués qui sont licenciés pour l'instant. Pour quel motif? Oui, il dit que par exemple celui-là, son contrat qui a expiré, comme je vous l'ai dit tantôt, il renouvelle des contrats de CDD plusieurs fois. Celui-là, il est là depuis 10 ans. Il dit que ce contrat est expiré et il refuse de lui remettre les copies de contrat. Une plateforme revendicative a été créée pour les 27 voire 30 brioches dorées établies à Dakar et à Hambourg. Un préavis de grève déposé à l'inspection du travail. Des efforts qui n'ont pas donné grand-chose. Ces syndicalistes veulent bénéficier de leurs droits. Mais on veut travailler dignement. La pandémie ayant freiné leur plan d'action jusqu'ici, mais ils ne comptent pas en rester là. Donc, interpeller le directeur du travail et l'inspection du travail pour nous organiser une rencontre, pour nous discuter si revendication yi nga xamanteni syndicat bi dafa tek wa mbir bu sotul dina am ay action yo xamanteni dañ ko def inshallah bu dé état bi mesure yi nga xamanteni daf ko teggiwé rek dina jël ay mesure def ay action def ay marche ba direction ba ngir dénoncer li nga xamanteni mom moy ñaawte fi nga xamanteni direction bi daf koy dundu dañ koy dundu ci bir entreprise bi ñun employé yi. 3 syndicats existent au sein de la brioche dorée. Le syndicat des travailleurs des boulangeries, pâtisseries et restaurants du Sénégal ne constitue qu'une infime partie des salariés. Les membres du CITRA BPRS sont là pour défendre leur cause, dément la direction. Le DRH appelle ses syndicalistes à des discussions autour de la table dans l'intérêt de la boîte et des employés. Écoutons Cher Sen, directeur des ressources humaines, brioche dorée au micro de Aïssatou Gueba. Je vous rappelle que je vous ai dit tout à l'heure que c'est 3 syndicats qui sont présentement
actuellement là-bas. Les 3000 travailleurs ne se reconnaissent pas dans les agissements de ces syndicats-là. Les 3000 salariés ne se retrouvent pas dans les pratiques et les démarches de ce syndicat-là même. Et d'ailleurs, si vous regardez toutes les actions qu'ils sont en train de poser, c'est une infime partie des salariés qui sont avec eux. Ils ne sont pas du tout. Si vous regardez les agitations passées, il y a une partie des travailleurs qui sont levés aussi et qui ont démenti parce que c'est une situation qu'ils vivent au quotidien. Donc comme je dis, le pourquoi ces syndicalistes s'agitent, c'est loin pour défendre les intérêts des salariés, mais c'est pour défendre leur intérêt personnel en réalité. Oui, cette plateforme-là a été discutée au cours des rencontres que j'évoquais tout à l'heure. Ces rencontres-là ont été l'occasion du moins de mettre à table l'ensemble des points qu'ils pensent être des points sujets à discussion. On en a discuté. Mais le pire, c'est qu'après discussion, après avoir établi le procès verbal de la rencontre-là, on leur a soumis pour signature, ils ont dit qu'ils ne vont pas signer. Parce que c'est pour rencontre, la direction a toujours manifesté, la direction a toujours montré sa disponibilité à discuter, à échanger sur toutes les questions, mais dans l'intérêt exclusif des travailleurs de la maison. Oui, mais c'est à l'occasion des rencontres qu'ils vont nous dire que voilà ce qui ne va pas, voilà ce qu'ils pensent qu'il ne va pas, ce qu'on devrait faire et qu'on puisse faire. Parce que nous, je vous ai dit, en rapport avec les autres, en rapport avec les salariés, on est en train de poser au quotidien des actions concrètes allant dans le sens de l'intérêt exclusif des salariés de la Brioche d'Or. On a toujours été disponible pour discuter avec eux. On leur a convié à plusieurs rencontres. Et la dernière en date devait regrouper en principe toutes les sensibilités de la maison. Ils ont refusé de venir à cette rencontre-là. La République italienne au chevet de l'OMVS, une convention portant sur l'octroi d'une subvention pour le financement du projet d'appui au développement des filières semencières dans le bassin du fleuve Sénégal Patisen a été paraphé. Ce projet qui sera développé dans la région de Kankan en Guinée, dans celle de Tarza, en Mauritanie, à Kaye au Mali et dans la région de Saint-Louis ici au Sénégal, vise à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'environ 5 700 000 personnes. Josette Kali. Près de 6 millions de personnes vont bénéficier des activités de ce projet PAFISEM qui vise à contribuer au renforcement de la production des semences, mais surtout une assurance à la sécurité alimentaire des populations qui s'activent dans le bassin du fleuve Sénégal. Giovanni Umberto De Vito, ambassadeur de l'Italie au Sénégal. Le projet prévoit environ 10 600 bénéficiaires directs. Il est estimé que la réalisation des activités de cette initiative contribuera à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour environ 5 700 000 personnes vivant dans le bassin du fleuve Sénégal. Le projet PAFISEM sera fondé sur une démarche de développement local visant à assurer aux jeunes et aussi aux femmes qui composent les communautés locales la maîtrise de leurs actions de développement en faveur de la sécurité alimentaire des populations du bassin. À travers ce plan d'action, l'OMVS s'engage pour l'atteinte des objectifs d'ici l'horizon 2025, surtout celui de la promotion des cultures irriguées. Ahmed Diané Semega, haut commissaire de l'OMVS. Vous comprenez donc sans doute les enjeux de la sécurité alimentaire pour nos États membres. C'est pourquoi l'OMVS veut contribuer à cet objectif qui est nourrir l'Afrique, en contribuant à nourrir le bassin du fleuve Sénégal. C'est toute la pertinence du plan d'action régional pour l'amélioration des cultures irriguées à l'horizon 2025. Et l'objectif du PARACI est d'améliorer substantiellement les cultures irriguées dans le bassin et renforcer l'intégration économique dans la zone OMVS. Avec ce projet, nous comptons combler les gaps importants tant en termes d'équipement que d'organisation et de formation. Clé de voûte de règlement de la question de l'emploi des jeunes et de développement aussi dans notre bassin. Financé à hauteur de 4 591 millions de francs CFA, l'utilisation de ces semences de qualité pour les céréales traditionnelles va procurer un gain de productivité de 20 à 25%. 3 boas de près de 3,5 mètres de long ont été capturés en vie ce vendredi à la cité Apix de Tivaouane Peulh par les éléments de la 14e compagnie d'incendie et de secours de Rufisque. Les populations qui ont aperçu l'un depuis hier ont aussitôt alerté le commandant de la brigade de Sokabek qui a à son tour informé les sapeurs-pompiers. Une insécurité totale pour les populations. Le comité interîlot de la cité alerte sur ce danger qui guette les populations à cause des bassins inachevés. Le comité interpelle l'Apix
Refis, maître d'œuvre des travaux, et la Banque mondiale, bailleur du projet pour l'achèvement des travaux de Nizia Sambo. En moins de 30 minutes, les éléments de la 14e compagnie d'incendie et de secours de Rufisque ont extirpé 2 boas qui logient dans les bassins inachevés de la cité. Une intervention rendue possible grâce à la diligence du commandant sec de la brigade de Sokabek en premier sur les lieux. Sergent Dembo Diop, sapeur-pompier, revient sur l'opération. Voilà, on nous a appelé ici à Fix, dans un bassin de rétention. C'était 2 bois capturés en vie. Les bois ont presque, chacun avait 3,50 m de longueur. L'opération, en tant que sapeur-pompier professionnel, voilà, on a agi professionnellement, comme on a l'habitude de le faire dans les autres localités. On avait utilisé nos moyens à bord, tels que les gaffes, pelles, ce qu'on appelle chez nous les outils de déblai divers, plus un filet. Nous allons les transporter dans notre caserne à la 14e compagnie de Rufisque. Par la suite, on aura les consignes et les ordres du commandant d'unité pour savoir la suite. Soulagement et satisfaction, les sentiments que l'on pouvait lire sur les visages des riverains qui ont accompagné les sapeurs-pompiers avec des applaudissements, des populations qui se sentent de plus en plus menacées par les bassins inachevés. Le président du comité inter-ULO, Lamine Dia, interpelle encore les structures en charge du projet sur l'urgence de les sécuriser. L'Afrique a interpellé la Banque mondiale qui était le bailleur principal et l'État du Sénégal pour faire le suivi de ces travaux. Et malheureusement, depuis presque 3 ans, 4 ans, il n'y a qu'un seul bassin qu'on a terminé sur les 6 Taoulek qui étaient en cours de construction. Il n'y a qu'un seul qu'on a finalisé. Et tous les leçons sont laissés en l'état de délabrement total. Ce qui fait qu'on ne peut créer que l'insécurité. Et puis on peut même avoir des problèmes d'écoulement des égouts, vu que le sable risque de freiner l'écoulement normal des eaux usées. Et nous les interpellons vraiment à mettre la main sur ces bassins-là pour leur finalisation. Une urgence pour les habitants qui craignent le pire avec les Taoulek, où le danger est permanent. Tifawan Peul, Denisia Sambo pour Sud FM. La deuxième vague de la Covid-19 gagne du terrain à Keur Massar, surtout les cas communautaires du fait du relâchement et le non-respect des gestes barrières. Ces gestes barrières ne sont respectés que dans les lieux de culte. Les rassemblements et la tenue des cérémonies continuent de plus belle, constat avec Biramandiaï. L'engagement communautaire pour freiner la propagation de la Covid-19 est un vœu pieux des autorités sanitaires, pour ne pas dire étatiques. Dans cette optique, le respect des mesures barrières demeure la solution qui vaille. Cependant, ces gestes barrières ne sont respectés que dans certains lieux à Keur Massar, notamment à l'intérieur des lieux de culte. C'est le cas à la mosquée du quartier Médinakel où une commission a été mise en place pour veiller au respect des mesures barrières. Le port de masque, la distanciation physique et l'utilisation des ailes y est obligatoire. Le comité distribue même des masques aux fidèles venus prier et qui n'en ont pas. Tous ceux qui ne respectent pas les directives de ce comité sont interdits d'accès, mais ceci ne s'applique qu'à l'intérieur de la mosquée. Même cas de figure à la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar. Cependant, ces gestes barrières sont foulés au pied à la gare routière au niveau du rond-point où il y a un monde fou qui se trouve à tout moment, mais également au niveau des marchés. Les jeunes se rassemblent en masse dans les terrains de foot. Les gargotes ont repris leurs vieilles habitudes, de même que la tenue des cérémonies. Une situation qui n'encourage pas la lutte contre la Covid-19, ce qui pourrait expliquer la présence de cas communautaires à Keur Massar. 24 nouvelles contaminations en 24 heures, la situation de la pandémie plus que préoccupante dans la région de Louga, au moment où nombreux sont ceux qui foulent au pied les gestes barrières. Le point avec Lamine Gueye-Saman. La chaîne de propagation de la Covid-19 avance à grande enjambée dans la région de Louga. 24 nouvelles contaminations en 24 heures, ce qui pour l'heure porte le total d'individus infectés par le coronavirus à plus de 700, dont 600 rien que dans le district de Louga. La deuxième vague plus virulente, le mois de janvier plus meurtrier. Sur les 53 décès enregistrés depuis le début de la pandémie, 49 l'ont été entre octobre et février. Une situation plus qu'inquiétante. Le taux d'infectés plus élevé chez les hommes, 61%. Celui de décès par contre beaucoup plus important chez les femmes, 53%. 14 personnes ont perdu la vie au service de réanimation, 7 à domicile, 12 au centre de traitement épidémiologique de Louga, 7 dans les autres établissements de la région. 7 individus post-mortem. La tranche d'âge la plus vulnérable est comprise
entre 36 et 95 ans. Selon les statistiques fournies par le médecin-chef de région, 100 patients ont été traités guéris au CTE de Louga, 224 à domicile, plus de 300 malades sont actuellement suivis à domicile. Le centre de traitement épidémiologique de Linguère qui vient d'être ouvert permettra sans nul doute de désengorger celui de Louga qui, avec une capacité seulement de 10 lits, prenait en charge tous les cas graves de la région. Face à cette propagation à une vitesse exponentielle de la maladie, le médecin-chef de région regrette l'insouciance de nombreux concitoyens qui continuent de fouler aux pieds les gestes barrières. Les espaces de jeux, terrains de football entre autres, remplis de jeunes. Les cérémonies familiales, baptême, mariage, enterrement en présence de foules nombreuses, rien n'a changé. Lamine Gueye, Saman Louga, Sud FM. Lutte contre l'insalubrité, l'UCG vole au secours de la commune de Kaolack. Elle a lancé une opération de nettoiement pour débarrasser la ville de ses saletés, nous dit Awachao. L'unité de coordination de la gestion des déchets solides, UCG, compte débarrasser la commune de Kaolack de ses saletés et ordures. Elle a procédé ce vendredi à la relance des activités de nettoiement dans la commune. Cette opération, qui va se dérouler durant 3 mois, vise un seul objectif, rendre la ville de Mbossé-Koumba-Djiguen propre et accueillante. Mastiam, coordonnateur de l'UCG. Nous sommes ici pour sanctuariser le démarrage d'une nouvelle activité qu'on avait entamée avec son Excellence Monsieur le Président de la République l'année dernière, appelée Bessouk Setal, qui avait démarré à Dakar au mois de janvier avec une première édition sur Kaolack qui malheureusement n'a pas pu arriver à son terme compte tenu de la pandémie Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes dans une démarche de relance de cette activité en changeant un tout petit peu le format. Donc nous sommes venus lancer un premier coup de balai qui va se pérenniser avec une phase d'urgence sur 3 mois qu'on espère maintenir pour relever le niveau du service de nettoiement dans la commune de Kaolack. Vous avez bien raison, je pense que c'est un peu le ventre mou de notre système. Souvent, on faisait des interventions ponctuelles, éradiquer un dépôt, mais sans laisser une infrastructure de pérennisation ou de suivi. Donc nous l'avons pris en compte aujourd'hui dans notre stratégie et à chaque fois que nous intervenons dans un site, nous appelons à y laisser un dispositif de maintien. Les autorités municipales de Kaolack ont salué cette initiative car la gestion des ordures a toujours été une problématique pour la commune du fait de ses moyens très limités. Djokel Gadiaga, adjoint au maire chargé des déchets solides. Nous sommes élus pour que cette ville soit propre et nous avons un grand champion devant nous, les ordures. Donc tous ceux qui peuvent de près ou de loin nous aider à combattre les ordures, si ça nous tombe entre les mains, nous sommes preneurs. On remercie tout le monde et le comité technique local est prêt à vous accompagner. Le maire a donné des engagements. Après cette opération de nettoiement, l'UCG compte laisser sur place un dispositif pour maintenir la ville propre en plaçant par endroits des bacs à ordures ou encore des points de regroupement normalisés. Kaolack pour Sud FM, Awachao. Le collectif national des étudiants en sciences infirmières et obstétricales du Sénégal exige l'application du système LMD qui leur permettra d'avoir un plan de carrière conformément à la directive de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Ce curriculum de formation est appliqué dans tous les pays membres de la CEDEAO sauf au Sénégal. Le collectif compte perturber les examens de certification, des examens prévus dans la première quinzaine du mois d'avril si aucune solution n'est trouvée, nous dit Cheikh Tidiane Daw. Il est le président du dit collectif avec Ismaïla Marcel Koli. Le système LMD, comme dans les autres pays membres de la CEDEAO, c'est ça qui permet les étudiants en sciences infirmières obstétricales, à savoir les infirmiers et les sages-femmes, d'avoir un plan de carrière. Comme les autres corps, dans les autres corps, il est possible de faire master jusqu'à doctorat. La licence que nous avons équivaut à Bac plus 3, mais ce n'est pas reconnu. Maintenant, cette mobilité dans l'espace international, nous ne l'avons pas. C'est-à-dire, si vous êtes infirmier ou sage-femme, vous n'avez pas la possibilité d'aller travailler en France. Ce diplôme-là ne permet pas d'aller travailler au Mali comme les autres pays de la CEDEAO. Le Sénégal n'a pas cette possibilité. Il a cette possibilité mais ne l'applique pas. À cause de cela, l'UNDES et les CRFS et les écoles publiques, on s'est réunis pour dire que maintenant, à ce fille, nous parlons avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en particulier Abdoulaye Diouf Sarr, pour lui dire qu'on s'est réunis maintenant pour faire face à ces injustices. Maintenant, en tant qu'étudiants, nous avons dit que si l'application du LMD n'est pas faite, si l'application du LMD n'est pas appliquée, n'est pas décrétée d'ici le mois d'avril, nous allons passer à l'étape supérieure. Premièrement, les examens de certification organisés au premier quinzaine du mois d'avril, nous allons perturber les examens. En deuxième lieu, nous allons mobiliser tous les étudiants. Nous sommes au plus de
20 000 étudiants au Sénégal, dans 14 régions. Nous allons mobiliser tous les étudiants, descendre au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour un sitting, pour dire aux étudiants les manigances que le ministère de la Santé et de l'Action sociale est en train de faire, pour leur dénoncer à cause de l'intérêt personnel, à cause d'un versement de 20 000 francs que le ministère demande aux étudiants du privé, alors qu'il y a un budget prédéterminé pour les examens de certification. Nous avons alerté plusieurs fois, maintenant on en a marre. Nous avons écrit des lettres au président, nous avons écrit des lettres, les ministères concernés, ministère de la Santé et de l'Action sociale, ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Emploi et de la Formation. Plus de 8 ans, une proposition de décret. On nous promet quoi? On nous promet de mettre en place un comité de suivi. Depuis 8 ans, une proposition de décret plus de 8 ans. Ce qui est anormal. C'est paradoxal. En résumé, d'ici 2 mois, au plus tard, le mois d'avril, nous allons passer à l'étape supérieure. Contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, 2 invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Le contradictoire revient sur l'accès et la participation des filles à la science. Quels sont les facteurs bloquants? Quelles stratégies de démythification et de promotion? Nos invités répondent. Khadiba, proviseur du lycée des jeunes filles Ahmed de Saint-Louis. Selon elle, des avancées ont été notées, mais des efforts restent à faire, surtout du côté de l'État. Il faut aussi mener la sensibilisation du côté des parents. Elle répond à Babacar Samb. Madame Si Khadiba, bonjour. Bonjour. Vous êtes proviseur du lycée des jeunes filles Ahmed Fall de Saint-Louis. Oui. Aujourd'hui, comment appréciez-vous l'accès et la participation des femmes et des filles à la science? Je vous remercie, M. Sam. Les femmes, les filles, il s'agit de journée des femmes et des filles en sciences, sont en train quand même de faire de grands pas. Mais il y a encore des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Tout simplement parce que la participation est encore faible. Selon les Nations Unies, il y a les chercheurs, il y a moins de 30% de femmes qui sont des chercheurs. Vous voyez donc qu'il y a encore des efforts à faire. Mais nous sommes optimistes. Si vous dites qu'il y a des efforts à faire, dans quel sens? C'est l'État qui est responsable de l'éducation. Bien sûr, il est appuyé par les organisations. Donc, au niveau de l'État, il y a des efforts encore à faire pour le point de vue de sensibilisation surtout, et de l'encadrement des femmes et des filles, mais aussi au niveau des organisations qui s'activent dans la promotion des filles et des femmes. Il faut une synergie des forces pour réussir la percée justement des femmes dans le domaine scientifique. Donc là, l'égalité de genre, qui est d'ailleurs une priorité de l'UNESCO, est remise en question. Pas remise en question, mais il faut savoir que les femmes ont accusé un grand retard par rapport aux hommes, du fait qu'elles ont toujours été victimes de préjugés. Et ce matin, j'ai rappelé un programme que j'ai trouvé dans mon livre de latin quand j'étais au collège. Il était écrit « Silencio, le silence embellit la femme ». Et je donnais cela comme exemple pour montrer combien la femme était muselée. Et ce qui a occasionné justement ce retard et ce gap qu'on enregistre aujourd'hui dans le domaine scientifique entre les hommes et les femmes. Est-ce que parmi les facteurs bloquants, il n'y a pas l'aspect social? Oui, c'est vrai que la société exerce une certaine pression sur les femmes. Parce que l'étude des sciences demande quand même beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. Et nous savons que les femmes, les filles, ont des contraintes à la maison à cause des tâches ménagères surtout. Et à cela s'ajoute aussi cette peur, cette crainte qu'éprouvent les jeunes filles à embrasser les études scientifiques. Mais la science nous entoure. Même quand on fait de la cuisine, je dis que on fait de la science. Tout ce qui nous entoure concourt quand même à l'apprentissage, à l'assimilation des sciences. Donc il n'y a pas de crainte à avoir pour embrasser les disciplines scientifiques. Et je pense que les femmes, de par leur sensibilité, quand même peuvent vraiment réussir et mieux que les hommes. Vous qui êtes proviseur du lycée des jeunes filles Ahmed Fall de Saint-Louis, est-ce qu'il y a des actions à mener ou bien même déjà menées au sein de votre établissement en ce sens? Oui, nous avons déjà des clubs scientifiques, un club scientifique, un club type. Nous avons quand même des partenaires qui viennent vraiment appuyer les filles. Aujourd'hui, nous avons, comme je l'ai dit, des femmes scientifiques. Je peux même dire la crème
des scientifiques qui est là depuis ce matin. Je peux citer, si vous voulez, Mme Haribatou Bandafal de Arades. Nous avons aussi Mme Nogaï Mbaye, docteur en électronique, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous avons Mme Salma Silla, première femme astrophysicienne au Sénégal, etc., etc. La SEC est représentée. Donc, c'est vraiment des acteurs qui sont là. Madame Si Khadiba, je vous remercie. Merci, voilà. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes proviseur du lycée des jeunes filles Ahmed Fall de Saint-Louis. Le contradictoire. Il faut lever le mythe et poser des stratégies pour aider les filles à confronter cette peur qui les empêche d'embrasser ou de réussir dans les filières scientifiques, estime Aminata Kolefay, présidente de l'Association des femmes pour la promotion des sciences et de la technologie. Elle est avec Babacar Samb. Aminata Kolefay, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Association des femmes pour la promotion des sciences et de la technologie. L'accès et la participation des filles à la science, on en parle dans notre rubrique Le Contradictoire. Aujourd'hui, les filles et les matières scientifiques, c'est une équation à multiples inconnus. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que les filles sont toujours sous-représentées dans les filières scientifiques? Merci, M. Samb. Alors, les filles sont sous-représentées dans les filières scientifiques, tout simplement parce que si nous regardons donc, nous qui sommes des professeurs dans les salles de classe, nous voyons que de la 6e à la 3e, les filles sont bien représentées dans les filières scientifiques. Et à partir de la seconde, là où il y a la scission, elles commencent à vous dire non, je ne veux pas faire science, je veux faire littérature parce que j'ai peur des mathématiques. Donc, cette peur qui n'est pas fondée, je leur dis non, les mathématiques, les physique, chimie, les SVT, c'est comme l'anglais, le français, l'allemand, tout ce que vous voulez. Il suffit d'apprendre. Je sais qu'on n'est pas scientifique, mais on le devient. Il faut aimer, si vous aimez faire des mathématiques, réviser. Si vous passez autant de temps dans les maths que vous passez en anglais ou en français, mais tout ira pour le mieux. Justement, il y a le facteur temps. La réalité sociale fait que les filles n'ont pas assez de temps et les tâches mélangères les attendent. Et là, c'est un facteur bloquant. Oui, tout à fait. Ça, c'est la cause, d'ailleurs, la cause principale. La principale cause, c'est que les filles on leur donne pas assez de temps pour travailler les matières scientifiques. Alors, à la maison, on leur dit, voilà, il faut aider la maman à la cuisine, il faut faire le linge, il faut aller chercher de l'eau, il faut aller chercher du bois, il faut aider les plus jeunes. Et le temps que ces filles devaient consacrer à étudier les mathématiques, les sciences et autres, n'est pas suffisant. Elles n'ont même pas le temps parce que aussi après elles sont fatiguées, elles s'endorment. Alors, les garçons à qui on donne assez de temps pour travailler ne le font même pas souvent. Si vous voyez dans les résultats scolaires, les filles sont généralement devant. Même si ce n'est pas en sciences, même si ailleurs, les filles sont devant, parce que tout simplement, ces garçons n'utilisent pas le temps pour apprendre. Ils utilisent ce temps pour autre chose. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait faire pour la démythification des matières scientifiques et technologiques? Donc voilà, nous, dans notre association, nous avons demandé à nos partenaires de nous aider. Donc, des partenaires, une association donc, américaine nous avait donné par exemple des fours scolaires. Alors ces fours scolaires, on a été dans 6 sites donc, du Sénégal. Et ces fours permettaient de faire la cuisine avec le soleil, sans aller chercher du bois. Alors, ces sites-là, ces fours solaires-là, ils ont permis de voir que dans les zones où le test avait été, les filles avaient de meilleurs résultats. Donc, déjà, elles étaient donc un peu allégées donc, par rapport au travail donc, domestique. Malheureusement, donc, ce programme n'a pas duré très très longtemps et tout le monde ne pouvait pas avoir un four solaire, bien que le soleil est là pour tout le monde. Mais à partir de là, nous avons demandé à la plupart des filles de copier ces filles-là. Parce que quand nous sommes en ville, on ne va pas chercher du bois, on va pas peut-être au robinet, on ne va pas aller à la mer ou ailleurs ou au marigot pour faire le linge. On est à la maison, il y a le robinet, il y a les bottes. Donc, on a le temps quand même de travailler donc pour matière scientifique. Et la plupart des filles se sont dit, ah oui, pourquoi pas? Il ne faudrait pas laisser cette place-là aux garçons. Et il faudrait que nous aussi, on s'y mette. Et nous leur avons promis que si vous vous y mettez, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes une association de filles, de femmes, pour vous aider, de femmes scientifiques, pour vous aider.
choisissez les domaines que vous voulez, les domaines scientifiques que vous voulez, et on va vous aider. Et nos partenaires nous ont employé des bourses, des aides à ces filles qui vraiment ont eu beaucoup de volonté et sont maintenant présentes dans les activités scientifiques. Depuis quelques années, des activités sont menées dans le sens de la promotion, Miss Science, Miss Mathématiques. Alors, comment appréciez-vous les actions menées par l'État du Sénégal dans le cadre de la promotion des sciences et des technologies? Ah oui, tout à fait. Vraiment, c'était venu à son heure. Nous avons donc applaudi. Nous avons applaudi. Et même, nous avons applaudi quand il y a eu, par exemple, des lycées d'excellence en matière scientifique. Nous avons applaudi et nous nous sommes dit, voilà ce qu'il faut. Avec un peu d'accompagnement, vraiment, et ça a apporté ce truc, vous avez vu. Il y a des filles qui sont excellentes, des filles qui remportent toujours des prix au concours général, surtout dans les matières scientifiques, des filles qui excellent dans le domaine. On a beaucoup de filles, de femmes médecins, on a beaucoup de filles chirurgiennes dentistes, on a des filles mécaniciennes, on a des filles ingénieurs en ceci ou en cela, on a des filles proviseurs de lycée et même des filles, des femmes rectrices d'une université. Donc vraiment, ça a porté ses fruits et je pense que ça, c'est quelque chose à vraiment appuyer et il faut que le gouvernement donc aille de l'avant dans ces aides-là pour la promotion des filles en sciences. Aminata Kolefei, je vous remercie. Merci. Sud FM, chez vous, à tout instant. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour et bienvenue. L'Association nationale des assistantes sociales du Sénégal a mis à la disposition du Centre de traitement des épidémies de l'hôpital Aristide Le Dantec un important lot de matériel composé de draps, de machines à laver, fer à repasser, de bouilloires électriques, des poubelles, couverts, couches pour adultes, entre autres, le tout estimé à 1 850 000 francs CFA. Le geste entre dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Ndoumbe Magueye Diallo, présidente de la dite association, au micro de Ismaïla Marcel Koli. Consciente des multiples défis que les structures sanitaires sont en train de relever présentement, avec la pandémie qui refuse vraiment de chuter, nous avons jugé nécessaire, utile de venir en appoint à nos collègues du corps médical. Ce lot est composé de différents articles qui seront utiles aux malades et au personnel aussi. En guise de riposte à la pandémie, depuis l'année dernière, nous avons été à la tête d'un collectif des associations de travailleurs sociaux et nous avons apporté notre contribution bien avant ce jour parce que nous avons été dans la sensibilisation depuis mars 2020. Ceci vient en appui à ce que nous avons déjà eu à faire dans le cadre de la riposte. Nous ne nous en limiterons pas à ça. Si les moyens nous le permettent, nous serons toujours aux côtés des malades et du personnel soignant. La prochaine étape, c'est d'essayer de voir aussi d'autres cibles qui ont vraiment besoin de notre assistance. Au sortir d'ici, nous allons à l'hôpital de Fann auprès du service des maladies infectieuses pour ensuite donner un autre don. Après avoir remercié l'association, le directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec a profité de cette rentrée pour faire le bilan du CTE de Dantec dans la prise en charge des malades. Dr Babacar Thiandoum au micro de Ismaïla Marcel Koli. Je voudrais remercier l'association des assistantes sociales du Sénégal qui a bien voulu penser au centre de traitement des épidémies de Dr Aristide Le Dantec. Je rappelle que Dr Aristide Le Dantec, depuis le début de la pandémie, s'est lancé dans la bataille contre le coronavirus. Lors de la première vague, nous avions un CTE, une quarantaine de lits, un CTE assez spécial parce que recevant des malades qui ont des comorbidités, c'est-à-dire Covid plus diabète ou Covid-diabète, Covid-HTA, Covid-cardiopathe, entre autres. Lors de la deuxième vague, nous avons réduit notre capacité litière, mais avons renforcé le dispositif. Donc c'est un CTE qui ne prend en charge que des cas graves et des cas qu'on doit admettre en réanimation, des cas beaucoup plus graves. Aujourd'hui, nous avons un centre qui dispose de 14 lits chauds, c'est-à-dire lits avec oxygène mural, 6 lits de sevrage, c'est-à-dire lits simples, et 4 lits de réanimation fonctionnelle. Depuis le début, nous avons reçu 90 cas graves et nous en avons pratiquement sauvé plus de 70%. Nous avons un taux de mortalité relativement faible au niveau du CTE qui tourne autour de 30%. Et donc c'est un taux partagé entre le CTE qui reçoit
les malades graves, mais aussi le CTE qui reçoit les cas de réanimation. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Colère des travailleurs des boulangeries, pâtisseries et restaurants du Sénégal. Ils font l'objet de plusieurs licenciements, une intimidation pour les réduire au silence selon les travailleurs qui décrivent les mauvaises conditions de travail dans les différentes brioches dorées. La direction dément mais appelle à des concertations dans l'intérêt de la boîte et des employés. Plus de peur que de mal à Tivaouane Peulh ce vendredi. 3 boas en vue de plus de 3 mètres de long ont été capturés par les sapeurs de Rufisque. Les habitants de la cité qui continuent de craindre pour leur sécurité mettent en cause les bassins inachevés de la zone. Covid-19 à Louga, la propagation du virus avance à grande enjambée avec 24 cas communautaires en l'espace de 24 heures, alors que le virus a déjà tué 49 personnes entre octobre et février. Néanmoins, les populations continuent de fouler aux pieds les gestes barrières, le contradictoire et le journal de la santé ont complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Tout de suite, la chronique Sud Nutrition, suivie de votre émission Almin Bar, en compagnie de Oustaz Alioune Mbaye et Imam Seck. Sud FM chez